Le point commun là-dedans, c'est la peur. Créer la peur. Et on la crée où? Dans les campagnes. Ça nous donne déjà un premier élément de réflexion très important, parce qu'on retrouve ici un des dieux de la triade, à savoir Dionysos Bacchus, autrement appelé Iacchos, pour sa face sombre. Pourquoi? Dionysos, il est accompagné d'un cortège, et ce cortège, c'est celui de la déraison face à la raison. Le discours de Dionysos, c'est d'inviter les gens à faire une introspection, à descendre au fond d'eux-mêmes, et à ne pas oublier où sont leurs racines, leurs origines, leur nature sauvage. Et qu'est-ce qu'on trouve dans ce cortège de Dionysos? On trouve notamment les nymphes, qui sont les entités, les esprits de la nature, les fleurs, les plantes. Mais on y trouve aussi les faunes, c'est-à-dire les satyres, c'est-à-dire un hybride à pattes de chèvre, notamment le dieu Pan. Le dieu Pan est intéressant, on l'appelait le dieu lune. Il a des pattes de chèvre, c'est donc un hybride, donc qui s'inscrit dans une mythologie du passage entre le monde magique et le monde humain. Si on s'intéresse un petit peu aux attributs du dieu, une des choses qui est frappante, c'est qu'il était capable de provoquer la terreur, la peur, la stupeur. Et c'est de son nom que vient le terme de peur panique, Pan, panique. Et c'est exactement ce qu'on constate dans le labyrinthe qui est mis en place en Bretagne. Parce qu'on parle de drone, mais les témoignages sont extrêmement divers sur tout un tas de situations où les gens en fait sont en train de vivre dans une psychose. Et cette psychose, elle est générée, elle est créée. Elle fait partie du contexte des attaques. C'est une attaque en elle-même. Donc on a là un second niveau. On a les premières attaques sur les animaux, qui est concrète, et on a une deuxième attaque qui est les psychologiques. C'est Athéna, c'est la guerre stratégique. On retrouve cette ambivalence de Mars entre la guerre brutale et la guerre tactique. Donc cette première approche de ce qui peut se passer en Bretagne, elle se nourrit à un autre niveau, en se demandant pourquoi la Bretagne. Et là on revient sur Clapham, et on se souvient que Clapham en fait s'inscrivait déjà dans un lieu chargé d'histoire. Et la Bretagne a pour réputation d'être un lieu de légende. C'est vraiment sa spécificité, on va dire, territoriale, nationale. Il y a une légende sur la légende bretonne. Donc le principe de miroir inversé, de miroir dans le miroir, on le retrouve encore une fois ici, entre deux séries et par rapport au contexte lui-même. On inscrit une légende dans une légende préexistante. Le type de témoignages qui remontent de la Bretagne depuis le début de la série 2020 font tous à peu près état de la même chose, un état de panique. Mais on a surtout des événements qui ne se produisent pas ailleurs. Ou du moins, quand ils se produisent, c'est vraiment à une autre échelle. En Bretagne, on a trouvé des objets déposés dans les champs. En Bretagne, on a affaire à des gens qui font des courses-poursuites. On a affaire à des intimidations. On a affaire à des vrais faux cas. On a affaire à des cas très complexe. On a vraiment un légendaire qui est en train de se construire en Bretagne. Et si on considère par exemple que la série anglaise a duré 8 ans, plus 2 ans avec la série revendiquée sataniste, est-ce qu'il faut s'attendre en Bretagne à une série qui dure 10 ans? À ce moment-là, on contextualise. Et si on revient en arrière, en Bretagne, ça fait déjà un moment qu'il se passe des choses là-bas. Simplement, c'est pas les mêmes. Par contre, c'est du même niveau, du même ordre. En Bretagne, par exemple, on a eu une série, un massacreur de lapins. Ça a duré presque un an, 9 mois. On a déjà discuté du chiffre 9. Mais un autre fait étonnant, c'est que cette série de lapins, en France, en Bretagne, elle fait miroir avec une autre série de lapins, en Allemagne cette fois. Il y a eu également un massacreur de lapins. Si on s'amuse à déplier les niveaux d'interprétation, avec le lapin, on tombe sur Déméter. C'est là qu'on se pose la question du biais de confirmation. Donc on va chercher d'autres niveaux de corrélation, s'ils existent. Les lapins en question, c'était notamment des lapins domestiques. Donc là, on a de nouveau un point commun. Ce sont des animaux qui font référence à un fort affect. Très bien. Deuxième point commun, ok. Peut-être toujours un biais de confirmation, on ne sait jamais. Où sont les autres points communs? Dans les cas des séries de mutilations sur les animaux de ferme et les séries de lapins, on n'a jamais attrapé personne. Troisième point commun. À partir de combien de points communs est-ce qu'on peut se dire qu'il n'y a pas de biais de confirmation, mais une réelle corrélation? On peut continuer. Un autre point commun entre les séries précédentes, sur les attaques notamment de chevaux, de moutons, etc., et ces histoires de lapins, c'est qu'on n'a jamais attrapé personne. Ok, quatrième point commun. Quel est l'autre point commun? Que dans les cas où il y avait des mesures de surveillance et de sécurité, elles ont toujours été déjouées, voire on a joué avec. Ça, on va le retrouver aussi dans la série 2020. Et c'est ce qui joue notamment sur la psychose. C'est ce qui ajoute à la peur. Et pendant qu'on a ces séries qui sont assez discrètes finalement, les lapins, bon, il y a des séries avec des chats, il y a des séries avec des chiens. On se dit, bon, c'est individuel, c'est séparé. Le problème, c'est que si on contextualise chacune de ces séries, avec ces références, ces clés symboliques, on retombe sur les mêmes clés. Comme on l'a dit, il y a des milliers de dieux, il y a des centaines de mythologies, il y a des centaines de calendriers de fêtes rituels, il y a un immense labyrinthe de corrélations possibles. Et ça, en soi, ça réduit considérablement le risque de biais de confirmation. Parce que cette systématisation, cette répétition de la création du légendaire, les dieux concernés, la seule vraie question, c'est de savoir si c'est créé, induit ou utilisé. Donc là, on commence déjà à avoir un éventail assez vaste de suspicions sur une pratique rituelle, axée sur Déméter, axée sur Dionysos. Ça fait déjà 2 suspicions. Mais déjà, en soi, ça développe un mobile. On a une méthode, on a des suspects, on a un mobile.
Donc concrètement, on le voit, on est à des années-lumière d'un jeu sur internet ou de satanistes un peu bourrés qui iraient planter un mouton et lui coller une croix renversée sur le dos, quoi. Parce que le fait de déjouer les mesures de surveillance, le fait de répéter systématiquement les attaques dans la même zone, dans la même période, chez le même type de personnes, tout ça, ça conduit forcément à quelque chose de réfléchi, de construit, absolument pas spontané, absolument pas sadique, absolument pas pervers, et surtout d'un groupe coordonné, en fait. C'est surtout cette idée-là, c'est qu'il y a une volonté de transmission d'une tradition. Donc là, on a affaire à quelque chose d'assez construit, rien qu'à cet énoncé. Après, on peut étudier les cas. Et si on étudie chaque cas, on va tomber sur des corrélations ou pas. Et quand elles n'y sont pas, et ben là on peut pointer du doigt la recherche d'une copie, par exemple, ce qu'on appelle les copycats, ou alors que c'est quelque chose de complètement indépendant de cette affaire. Donc partant de ces deux points-là, Dionysos et Déméter, on va pouvoir plus précisément chercher les autres. Où est Hécate ? Et ben elle apparaît dès Clapamoud, avec le légendaire constitué autour des rites sacrificiels qui lui seraient consacrés dans cette forêt. En continuant à développer le légendaire de Clapamoud, ces rites sacrificiels sont censés se faire sous la période du Sagittaire. Donc là, on a affaire déjà à une autre clé ésotérique, symbolique, qui est l'astronomie. Et le Sagittaire, c'est quoi ? C'est l'homme cheval, c'est le centaure, c'est-à-dire un hybride entre l'humain et le cheval. Et quel est l'attribut d'Hécate ? Elle a une face de cheval, c'est un centaure. Inversé pour le coup, puisque c'est son corps humain et son visage de cheval, mais c'est ni plus ni moins qu'un rapport de miroir, de mise en miroir. Alors sans s'attarder sur l'apparence physique, on revient aux clés symboliques de Hécate. Qu'est-ce qu'elle est ? Qu'est-ce qu'elle permet ? Qu'est-ce que permet le cheval ? On a un lien avec le monde des morts. Hécate, maîtresse des spectres, reine de la magie, qu'est-ce qu'elle vient faire dans l'histoire de l'école à mystère d'Éleusis ? Elle est un miroir de Déméter. Déméter, elle, c'est la porteuse des lois, mais des principes divins. Donc on se retrouve dans cette bipolarité chthonienne, uranienne, le souterrain et le céleste. Terre donc porte les lois aux hommes, et Hécate en a la clé, qui est un de ses attributs. Elle a la clé du royaume des morts, elle a la clé de la mort, là où Déméter a la clé de la vie. C'est pour ça que la fille de Déméter s'inscrit dans ce principe-là d'intermédiaire. Elle passe 6 mois sous terre et 6 mois au-dessus. 6 mois avec Hadès et 6 mois avec Déméter. Et Hécate, cheval, est le compagnon de route. Hécate, c'est celle qui conduit ceux qui veulent transiter entre le monde du dessus et le monde du dessous. Et c'est là qu'on trouve Dionysos dans les mystères d'Éleusis, parce qu'elle est en miroir, elle est mise en miroir avec Dionysos. C'est-à-dire que Hécate agit dans le monde matériel, entre le sol et le sous-sol, là où Dionysos, lui, qui est né 2 fois, d'abord d'un humain puis d'un dieu, lui, invite à l'introspection, c'est-à-dire à voyager en soi-même, pas dans le monde extérieur. C'est ça les clés principales de la tradition ésotérique, au sens large. Mise en miroir, intériorité, extériorité, légende, les lois de la vie et de la mort. Et tout ça s'articule dans d'autres principes, donc la triade, croix de grand Dieu, la spirituelle, les périodes. Et ça, c'est un travail qui ensuite se fait par la jonction des calendriers des fêtes grecs et romains avec les actes commis. Pour le coup, là, on rentre dans un vrai labyrinthe, dans le sens où les calendriers antiques étaient lunaires et le nôtre solaire. Donc cette réflexion par le biais des calendriers a sa propre contradiction, c'est-à-dire que d'un côté, on va effectivement mettre en avant une logique là où ça paraît illogique, parce que tous ces actes qui se succèdent chronologiquement ont l'air complètement décousus et voilà, absurdes, alors que si on les met en contexte avec un calendrier, on se rend compte que par rapport à des dates, ça correspond à certaines choses. On a toujours affaire à ce problème de biais de confirmation, donc encore une fois, il faut chercher les clés, si elles y sont, si elles y sont pas, et si elles y sont pas, pourquoi ? Est-ce que c'est intérieur, nous-mêmes, qui avons fait ce biais de confirmation, ou est-ce qu'elles sont extérieures et on n'a pas trouvé la clé ? Et ensuite, d'arriver à comprendre le fonctionnement de ce calendrier, ça met en avant l'idée qu'il y a plusieurs groupes, parce qu'il y a plusieurs calendriers. Tout ça, ça participe d'une stratégie, justement diluatoire, perturber le rationnel. Part de l'extra-rationnel. Donc les 3 groupes qu'on peut distinguer, déjà on peut les scinder en 2 grands pôles. On aurait plutôt un groupe axé sur la mythologie et les périodes grecques, et un groupe axé mythologie romaine, et périodes calendrier romain. Mais pourquoi avoir un 3e groupe ? Parce que là encore, on a cette notion d'intermédiaire. Et quel intermédiaire est-ce qu'on trouve entre la mythologie grecque et romaine ? On trouve notamment Hécate, encore une fois, qui elle n'est pas à l'origine une déesse grecque. Alors après, c'est plus complexe parce qu'effectivement, les panthéons gréco-romains se superposent. De toute façon, Zeus et Jupiter, Pluton et Hadès, Thune et Poséidon, etc., etc., etc. Après, ce sont les distinctions vraiment de chacun. Donc c'est ces distinctions-là qui vont nous aider à déterminer, au cas par cas, si un groupe s'attache plus à une référence romaine ou grecque. Et ça match, ça colle. On se retrouve avec des références aux uns ou aux autres.